On a soir sans vent. Quand le désert lui-même semblait retenir son souffle, nous avons brisé la dalle que personne n'aurait dû toucher, et le monde a frissonné. La poussière a tournoyé comme une nuée vivante, et nos lampes ont vacillé sans raison. Comme si quelque chose venait d'inspirer pour la première fois depuis des siècles. Nous pensions trouver des objets. Nous avons trouvé un pacte. Gravé dans la pierre, chuchoté dans les joints, tendu comme un fil entre le passé et nos mains trop curieuses. Au cœur du couloir, il y avait cette phrase mutilée qui refusait de mourir. Une mise en garde qui n'était pas écrite pour effrayer, mais pour empêcher. Et quand le premier souffle glacé a caressé nos visages sous la chaleur brûlante, j'ai compris. Ce n'était pas une histoire ancienne. C'était une promesse toujours tenue. Et désormais, elle connaissait nos noms. Nous avons prétendu que le sel était un simple rite, une concession à la crainte. Mais quand le souffle s'est arrêté net devant ce fil blanc, nos certitudes se sont effondrées comme des dunes sous la pluie. Nous avons ri pour sauver la face. Nous avons mesuré, catalogué, rationalisé. Pourtant, quelque chose dans la pierre nous observait, pas avec des yeux, mais avec une mémoire qui savait peser nos mensonges. Et tandis que l'un de nous s'avançait d'un pas de trop, j'ai compris que le désert n'oublie pas les promesses brisées. Il paraissait anodin, ce charmant pendentif en argent, un nœud de vent poli par des siècles de silence. Pourtant, dès qu'il a quitté la pierre pour notre plateau, l'air s'est alourdi, comme si une corde invisible s'était tendue à travers nos côtes. Nous avons su que chaque objet n'était pas un souvenir, mais une charnière. Tourner la première, c'est ouvrir toutes les portes. Et quelqu'un parmi nous cherchait déjà la serrure suivante. À midi, quand la chaleur rend fou, un frisson a gelé nos lèvres. Nos respirations se sont faites blanches comme en hiver, et le silence s'est rempli d'un bruit de pas venus d'en dessous, régulier, mesuré, patient. Nous avons prétendu ne pas entendre. Mais la pierre, elle, a répondu par un craquement qui ressemblait trop à un rire. Le soir, nous avons recomposé la phrase manquante, lettre après lettre, comme on recolle un miroir. Plus nous la lisions, plus elle nous lisait. Elle parlait d'une dette scellée avec du souffle, d'un pacte noué pour retenir la famine dans une seule tombe. Si nous ouvrions, nous prendrions sa place, ou pire, nous porterions sa faim au dehors. Et alors, pour la première fois, j'ai senti que l'histoire n'était pas un passé. C'était une bouche. On a d'abord cru à une illusion de chaleur, un jeu cruel entre ciel et sel. Mais le mirage parlait avec des gestes que nous n'avions jamais faits, et pourtant, nous reconnaissions. Des silhouettes nous copiaient à distance, corrigeant nos erreurs, réécrivant nos pas comme si le désert tenait un journal intime de nos fautes. Le vent portait des mots sans bouche, des fragments d'ordre, des prières retournées. Alors j'ai compris que nous n'étions pas des visiteurs, nous étions des répétitions. Et, dans la répétition, quelque chose espérait enfin réussir ce que d'autres avaient échoué à accomplir. Dans l'attente, les aiguilles tournaient comme des mouches piégées, incapables de choisir un ordre. Un frisson a glissé sur nos outils, et le métal a sonné comme une cloche sourde à chaque respiration venue du seuil. Ce n'était pas la science qui vacillait, c'était nous, boussole humaine soudain aimantée par une histoire capable de dévier toute trajectoire. Et quand l'aiguille s'est figée, elle pointait non pas vers une direction, mais vers une dette. Au crépuscule, la dune s'est faite avenue, et le silence a pris le rythme d'un cortège. Nous avons vu ce que personne ne devrait voir. Des pas sans corps qui pressaient le sable, une marche funèbre qui revenait d'un très loin qu'on n'atteint plus. Ce n'était pas un souvenir. C'était un itinéraire, et nous étions placés au mauvais carrefour. La nuit, la pierre s'est mise à parler sans voix. Les mots sont arrivés sur nos nuques, pas dans nos oreilles. Ils portaient l'odeur de résine
et d'eau renfermée. On nous demandait de compter, non les objets, mais ce que nous avions tu, et plus nous gardions le silence, plus la voix semblait appartenir à quelqu'un qui nous connaissait déjà. Au matin, la vitre de la caisse de transport s'est couverte d'un voile, et un tracé s'y est dessiné comme une main guidée par le froid. Un chemin, des signes, une boucle qui revenait vers nous. Nous avons cherché un sens et trouvé un itinéraire de restitution. Chaque pièce demandait sa place, chaque souffle son retour. Et dans ce dessin, j'ai vu la fin d'une gloire et le début d'un aveu. Il a changé le tempo sans nous prévenir, comme on décale un métronome dans l'oreille d'un musicien fatigué. Des ordres nets, des gants jetés, des cordons déplacés. Soudain, l'extraction n'était plus une étude mais une capture. Nous avons senti le sol perdre sa patience. Les signes parlaient d'une dette. Lui parlait de carrière. Et dans le frottement de ces deux langues, l'air s'est chargé d'étincelles sèches. Quand il a posé la main sur la pierre, ce n'est pas la pierre qui a tremblé. C'est ce que nous étions sur le point de devenir. Il a attendu la seconde où nos regards se sont croisés ailleurs. Cette minuscule absence que partagent les équipes épuisées. Et il a fait glisser l'objet dans sa poche comme on retient un souffle. Rien ne bougeait, et pourtant tout avait changé. Les mots sur les murs semblaient s'assombrir d'un degré, comme si la pierre avait appris un nouveau verbe. Prendre. Alors nous avons compris que ce n'était pas l'avidité qui coûtait le plus, mais la dissonance qu'elle propageait, une note fausse, qui attirait tout vers la chute. Nous pensions lire des nombres et des titres, mais la ligne cachée demandait autre chose. Des voix, non pas des chants offerts, mais des vérités déposées comme on rend une monnaie trop lourde. Chaque syllabe retenue ajoutait un poids. Il a ri, d'abord prétendant que les malédictions ne savent pas compter. Pourtant, quand nous avons parlé à demi-mot, la chambre a répondu d'un souffle qui ressemblait davantage à une écoute, à une menace. Quand il a franchi la ligne, l'air a semblé s'emboîter autour de lui comme un couvercle invisible. La poussière a tourné par cercles, puis s'est tissée en parois. Nous avons crié son nom sans l'appeler vraiment, trop fiers pour supplier, trop terrifiés pour le laisser seul. Mais ce n'était pas lui que la chambre visait. C'était ce que nous avions déclenché en le laissant décider seul. Et dans ce cylindre de vent, j'ai compris que la malédiction n'était pas une punition. C'était une mécanique. Il aurait suffi d'un aveu pour calmer la chambre. C'est ce que j'ai pensé, sans oser le dire. Mais il a choisi l'orgueil, et l'orgueil a choisi le vacarme. Les lampes ont claqué, le masque a vibré comme une peau tendue, et un goût de métal a envahi nos bouches. Ce n'était pas encore la sentence, c'était la facture, et elle portait déjà nos signatures. Nous avons cessé d'attendre un miracle. Nous avons commencé à lire. Dans la poussière des marges, entre deux alphabets qui se surveillaient, nous avons trouvé la recette d'un cercle, non pas pour chasser, mais pour négocier. Il fallait du sel, du souffle compté, et l'aveu déposé comme une offrande. Certains ont appelé cela du théâtre, d'autres un secours. Au moment où la première poignée a blanchi le sol, j'ai compris que nous dressions moins une barrière qu'un miroir. Ce que nous poserions là-dedans, il nous le rendrait, amplifié. Le camp s'est fendu comme une poterie au four. D'un côté, ceux qui voulaient compter les grammes, de l'autre, ceux qui comptaient les histoires. Les voix se sont durcies, non par malveillance, mais par fatigue et fierté. Ce n'était pas la science contre la croyance, c'était la peur contre la honte. Et je l'ai su à la façon dont chacun évitait le regard de l'autre. Nous avions tous quelque chose à déposer dans ce cercle, mais pas le même aveu. Le texte exigeait un souffle mesuré, pas une prière. 8 inspirations, 8 expirations, puis une phrase qu'on ne prononce qu'en murmurant à soi-même. Nous avons compté ensemble, et le camp a trouvé, l'espace d'un instant, un battement commun. Au 8e, le sol a vibré comme une peau tendue. La voix sans bouche s'est approchée, non pour réclamer mais pour écouter. Alors j'ai su que l'obéissance ne suffisait pas.
Il fallait offrir ce que nous refusions de regarder. L'instant est venu de poser des vérités. Et l'attente a rétréci. Ce n'était pas de grands crimes, plutôt des petits cailloux que nous portons trop longtemps, une erreur passée qu'on a couverte, une tricherie de mesure, un silence gardé par honte, un plan filmé, sans autorisation. À chaque aveu, le cercle semblait boire, non pour punir, mais pour équilibrer. Quand il a refusé de parler, le vent a tourné. Quand il a parlé enfin, il a parlé de nous tous. Quand le dernier objet a touché la poudre blanche, le vent a cessé d'être un mur. Il est devenu respiration. Les lampes ont cessé de claquer. La tente a recouvré une température humaine. La malédiction ne se retirait pas. Elle s'asseyait avec nous. Ce que nous avions ouvert exigeait plus qu'un geste. Il fallait tenir parole. Et, tandis qu'un calme étrange descendait, j'ai perçu, sous nos pieds, un second battement, comme si, derrière la paix, quelque chose attendait notre prochain choix. La tempête n'a pas crié. Elle a chuchoté nos noms comme si elle avait feuilleté nos carnets. L'étoile claquait, mais c'étaient nos souvenirs qui frappaient plus fort, des visages confondus avec des silhouettes de sable. Dans chaque souffle, une question revenait. Qu'as-tu pris qui ne t'appartient pas? Les pas sous la terre reprirent leur marche, cette fois accordée à nos battements. Nous avons compris que la nuit n'apportait pas de menace, mais une convocation. Et lorsque la première forme est sortie du vent, ce n'est pas le passé qui s'est levé, c'est notre dette, debout, venue réclamer la parole. Elle n'avait pas besoin de couronne pour régner. C'était la faim qui l'entourait, disciplinée, tenue en laisse par ses os. Son histoire nous a traversés comme une lame froide. Caravane décimée, semailles brûlées, pacte scellé, entre souffle et pierre. Pour sauver les siens, elle avait lié le manque à sa dépouille. Si on ouvrait, on déliait. Alors la voix a cessé d'accuser et a commencé à instruire. Ce qui est pris doit être rendu. Et ce qui a été tu doit être dit à haute voix. Nous étions venus pour comprendre. Nous restions pour répondre. Chaque pièce s'est mise à peser d'une façon nouvelle, comme si elle tirait sur un fil invisible qui passait par nos gorges. Le miroir ne reflétait plus nos visages, mais des champs vides. Les épingles d'os sonnaient comme des graines. L'amulette, libérée de sa poche, vibrait au bord d'un souffle. Nous avons posé les objets dans l'ordre que la carte de buée indiquait, et le vent s'est calmé juste assez pour laisser entrer une phrase entière. Ce n'était pas une menace. C'était une instruction claire et terrible. Rendre, avouer, replacer. La rafale a recommencé, mais différemment. Chaque souffle semblait compter nos mots, accepter certains, repousser d'autres. Quand nous avons nommé nos fautes sans détour, la pression a chuté comme un couvercle soulevé. Quand l'un de nous a tenté de se cacher derrière un terme savant, le vent l'a cinglé au visage. À la fin, il ne restait plus qu'une vérité simple. Nous avions ouvert pour nous-mêmes, pas pour elle. Alors seulement, la chambre a consenti à nous prêter son histoire. Quand tout fut dit et rendu, la voix n'a pas remercié. Elle a raconté. Elle a parlé d'une saison où le ciel s'était fermé, d'un peuple tenu en vie par une reine qui lia la fin à ses os pour que les vivants respirent. L'échange était clair. Tant que la tombe reste close, la bouche du désert demeure scellée. Nous avions rompu l'équilibre. Pour le rétablir, il fallait plus que replacer des objets. Il fallait choisir ce que nous laisserions ici de nous-mêmes. Et ce choix, nous le porterions au-delà du sable, dans chaque mot prononcé après cette nuit. Nous avons disposé ce que nous avions pris comme on aligne des fautes sur une table d'autopsie. Propre, numéroté, encore tiède de nos mains. On nous demandait plus que des objets. Un consentement à perdre, un morceau de nous qu'on ne pourrait pas racheter plus tard. Le silence s'est tendu entre nous comme une corde. Chacun a senti sous ses côtes la petite balance invisible qui hésitait. Alors nous avons respiré ensemble, une dernière fois,
avant d'avancer nos offres vers la bouche de Pierre qui comptait les vérités. Nous avons suivi la spirale dessinée par la buée, une carte fragile, qui n'existait que tant que nous acceptions de la lire, sans tricher. Le ciel s'est levé de 2 teintes, la chaleur a frémi, et chaque pas pesait un aveu. Là où le dessin indiquait un croissant de dunes, le vent attendait comme un huissier. Nous avons posé les premiers objets dans le sable, et la terre a répondu, non par un tremblement, mais par une respiration plus profonde. Le texte parlait d'un troc simple. À chaque objet rendu, une parole tenue. À chaque parole tenue, un poids en moins sur la poitrine. Nous avons pris la mesure de ce que coûtaient les gloires personnelles, les secrets arrangeants, les silences utiles. Les lèvres ont tremblé, puis les phrases ont pris. À mesure que nous posions, la lumière changeait d'1 degré, comme si le désert modulait sa propre fatigue. Et au centre, quelque chose approuvait, pas nous, pas elle, mais l'équilibre. Quand le dernier mot a trouvé sa place, le vent a cessé de pousser. Il a porté. Une fraîcheur venue d'en dessous a lavé la chaleur du jour. Et le sable a pris une forme qui ressemblait à une paume ouverte. Nous n'avions pas gagné. Nous n'avions pas perdu. Nous avions rendu. Alors une voie s'est dessinée entre les dunes vers l'ouverture. Fine comme un fil d'eau. Nous savions quoi faire. Et nous savions que cela nous coûterait encore. Au seuil, le monde a tenu son souffle avec nous. La pierre semblait écouter, non nos excuses, mais la cohérence entre nos gestes et nos bouches. Nous avons replacé, refermé, scellé, presque. Il restait une offrande que les inventaires n'avaient pas prévue, ce que nous choisirions d'oublier ou de porter. La malédiction n'exigeait pas le sang, elle demandait la mémoire. Et au moment de poser nos mains sur la dalle, j'ai su que le prochain acte déciderait de ce que l'histoire laisserait en nous ou de ce que nous laisserions dans l'histoire. On a dit que la pierre ne juge pas, mais quand nos mains l'ont touchée, j'ai senti qu'elle pesait notre cohérence plus que nos excuses. Lire, c'était sauver les vivants et enterrer la vérité. Libérer, c'était porter la famine comme un anneau autour du cœur. Le silence a tendu une corde entre nos décisions. Et chaque respiration s'y est accrochée. J'ai compris alors que la malédiction n'était pas un piège ancien. C'était un contrat qui exigeait un témoin. Et si nous voulions sortir d'ici encore humains, il nous faudrait choisir non ce qui nous arrange, mais ce que nous pourrions raconter sans trembler. Nous avons décidé d'enfermer la faim et de laisser sortir la mémoire. Le prix paraissait étrangement simple. Raconter sans vernis, nommer nos fautes, remettre à leur place les objets et nos visages. La pierre acceptait le pacte à condition que personne n'efface la parole donnée. Alors, nous avons promis à voix basse, pas à la reine, pas au désert, mais aux inconnus qui écouteraient un jour. Et le vent, pour la première fois, a soupiré, comme s'il se reposait. Quand nous avons tiré la dalle, un souffle inverse a glissé le long de nos bras comme une eau froide, non pour nous repousser, mais pour nous unir au geste. Le monde a basculé d'1 degré. La chaleur a reculé, l'ombre s'est allongée, et la voix sans bouche s'est tue, non par absence, mais par repos. J'ai su que la paix demandée n'était pas le silence. C'était la promesse d'une parole tenue à l'extérieur. Et alors, dans la pierre qui claquait, j'ai entendu non une fin, mais un recommencement. Le camp a retrouvé des sons ordinaires. Le cliquetis des mousquetons, le froissement des plants, le rire nerveux qui vient, quand on n'ose pas pleurer. Mais rien n'était redevenu normal. Nous étions simplement passés de l'autre côté d'un choix. Nous avons noté, archivé, signé, et défait, ce qui pouvait tenter nos futurs. La malédiction n'avait pas disparu. Elle s'était transformée en devoir. Raconter juste, trop rien que juste, toujours. En quittant le chaud, le vent a roulé derrière nous comme une bête endormie. Nous avions laissé la faim là-bas. Mais nous emportions sa leçon, une histoire tenue non par la peur, mais par la parole donnée. On nous demandera si la malédiction existe. Nous répondrons que tout dépend de ce qu'on fait du souffle qu'on a volé. Et quand, un jour, quelqu'un voudra rouvrir, il tombera peut-être sur ce que nous laissons maintenant. Non un verrou,
mais une promesse, qu'il la lise à haute voix et que sa voix tienne.